Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue dans votre émission de débat et de réflexion sur tout ce qui a concerné et tout ce qui concerne le continent africain. Bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons évoquer le parcours d'une personnalité majeure qui a marqué l'histoire du continent africain, une figure importante du panafricanisme. Il était l'un des architectes de l'organisation de l'unité africaine, dont la fondation remonte au mois de mai 1963. Il s'agit du leader révolutionnaire ghanéen, Kwame Nkrumah. Je serai accompagné aujourd'hui dans cette émission par les chroniqueurs de Eferia FM, à savoir Samuel Hakizimana et Mustapha Mohamed Mustapha. L'émission est réalisée par Hakim Ben Moussa. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Natif de Nkroful au Ghana, Kwame Nkrumah a vu le jour le 21 septembre 1909 et il décède le 27 avril 1972 en exil à Bucarest, en Roumanie. Fils d'un forgeron, Kwame Nkrumah aura un destin exceptionnel. Après des études brillantes aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il entame une carrière politique tout aussi brillante. Son combat commence en 1947, après ses études, lorsqu'il devient secrétaire général du parti indépendantiste, l'UGCC, avant de le quitter pour fonder un autre parti, le CPP, le parti de la Convention. Et là, il va lutter corps et âme pour l'indépendance de la Côte d'Or, l'actuel Ghana. Il sera emprisonné par l'administration coloniale et à l'indépendance, il décide de rebaptiser son pays, la Côte d'Or, en Ghana, en hommage à l'Empire du Ghana. Sa vision politique, en tant que d'abord Premier ministre de son pays, se décline en deux grands axes, l'africanisation de l'administration et le panafricanisme. Ensuite, il va œuvrer au développement du Ghana, notamment à travers la construction des infrastructures et l'industrialisation grâce aux revenus de la commercialisation du cacao. Il avait tout un programme pour le Ghana avant sa destitution en 1966, alors qu'il était en voyage officiel en Chine. Samuel, bonjour. Bonjour. Mustapha, bonjour. Bonjour, M. Hassan. Bonjour, chers auditeurs. Kwame Nkrumah se posait en leader et porte-parole de toute l'Afrique progressiste, en même temps qu'en apôtre de l'unité africaine, ce qui lui assurait une audience importante au-delà des frontières de son pays, le Ghana. Pour vous, Mustapha Mohamed Mustapha, c'est qui Kwame Nkrumah? Merci infiniment. Kwame Nkrumah, une figure incontournable du mouvement panafricain. D'ailleurs, c'est l'ami de père fondateur du panafricanisme, Georges. Une figure controversée à la fin de sa carrière politique, il n'en reste pas moins un grand penseur de l'unité des pays africains. Et c'est un militant et fervent défenseur des droits des peuples africains et surtout aussi dans la lutte de l'impérialisme colonial, que ce soit économique, politique et même social. Kwame, aujourd'hui, pour nous, c'est une icône. Donc, on s'inspire de lui. Une question, Samuel Hakizimana. Pour commencer, j'aimerais dire une de ses phrases cultes. Il a dit « L'indépendance du Ghana est sans signification à moins qu'elle ne soit liée à la libération totale de l'Afrique. » À travers ça, je dirais, pour le définir pour moi, je définis Kwame Nkrumah comme un faveur défenseur du panafricanisme. Parce que vous voyez, il a compris que, au-delà qu'il a combattu pour l'indépendance du Ghana, il a compris que pour que le Ghana soit totalement libéré, il faut que
toute l'Afrique soit libérée. Je vous remercie. J'aimerais commencer donc par un moment important, c'est-à-dire sa destitution, comme ça pour mettre les auditeurs dans une vision bien précise. Dans son dernier ouvrage, on va partir de là, parce que c'est peut-être même la cause de sa destitution. Dans son dernier ouvrage, Kwame Nkrumah lance une vigoureuse attaque contre le néocolonialisme, qu'il considère comme le principal danger pour les peuples libérés de la domination coloniale. Il vise ainsi à saper les positions des puissances qui entendent d'exercer une influence politique et économique sur le continent africain. Est-ce que son opposition donc à ces forces impérialistes n'est pas la cause, si vous voulez, de sa destitution pour vous? Oui, effectivement. Au fait, c'est totalement clair que c'est l'une des causes. Pourquoi? Parce que Kwame Nkrumah, il avait compris une chose en disant il faut attaquer là où ça fait mal. Il faut que les choses puissent changer. Et il a touché le point sensible. Parce qu'à travers ces différents ouvrages, comme vous venez de dire sur le néocolonialisme, il a mis le point sur différents points en disant comment l'Afrique peut être libérée. Et à travers ça, il faut que l'Afrique soit indépendante. Mais indépendante dans quel sens? En regardant à travers, comme vous venez de préciser, c'est son dernier ouvrage. Mais si on regarde le traçage de ces différents ouvrages, jusqu'au dernier, on comprend une chose. Il a parlé sur l'unité africaine. Il a parlé sur comment on peut encore améliorer cette unité africaine. Et on parle au-dessus et en dessous, avec son dernier ouvrage, c'est le néocolonialisme, où il met des points sur certains éléments clés, où il a fait par exemple l'analyse sur le mécanisme du néocolonialisme. Et non seulement ça, il met en garde aussi contre les formes subtiles de domination exercées par les anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire qu'il avait un objectif, c'est ouvrir les yeux des différentes populations africaines en disant « Regardez très bien où nous sommes et ce que nous devons changer ». Mustapha. Effectivement, sa destitution provient de plusieurs éléments dont... Ces pensées aussi en font partie parce que nous sommes sans ignorer que tous les grands panafricains, ils sont combattus et puis aussi quelquefois tués. Et donc du coup, Kwame, il a beaucoup plus pensé à la conscience africaine, justement, de manière globale. Et donc, tous ces combats est issu de l'impérialisme colonial et de malaise que lui-même il a pressenti justement à travers l'aliénation culturelle, la domination politique et aussi l'exploitation économique du peuple africain. Et donc du coup, tout ça, ça a contribué à certains moments, d'où le 24 février 1966 où il était en voyage en Chine. Il était destitué sans aucune résistance par un coup d'État, justement, militaire, et qui pourrait avoir été incité par la CIA. Et donc, il y a un rapport direct avec sa destitution. Parce que quand on voit aujourd'hui nos penseurs africains, ils n'ont pas juste milité en tant que combattants, mais aussi ils ont écrit des œuvres telles qu'aujourd'hui, quand on parle de ces œuvres parmi les plus populaires, on a le conscientisme où il appelle à la conscience panafricaine et aussi l'Afrique doit s'unir. C'est un message et quand tu lis ces œuvres-là, ça montre à quel point lui, il n'a pas seulement dénoncé, mais aussi il enseigne comment les Africains pouvaient faire aussi la résistance contre cette force du mal qui est le colonialisme. Et un des œuvres les plus importants, c'est le néocolonialisme, parce que c'est une nouvelle forme aussi de colonialisme. Avant, ils ont compris qu'ils sont combattus donc de manière directe, et là maintenant, ils ont utilisé une autre forme de colonialisme. Ça peut être du colonialisme culturel, donc c'est à travers les œuvres littéraires et autres. Et du coup, Kwame, il fait partie des premiers qui ont pris conscience à cela. Ils ont commencé à écrire pour conscientiser, informer, sensibiliser et aussi éduquer. Et donc, en écrivant cet ouvrage qui est le néocolonialisme, il dénonce. Et il a fait aussi une analyse justement du capitalisme monopolistique,
internationale en Afrique et démontre que le néocolonialisme insidieux est complexe et encore plus dangereux que le vieux système du colonialisme. Pour lui, il dit la liberté politique sans liberté économique ne signifie rien. Très bien. Oui, Samuel, vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour rajouter Oui. sur ce qu'il vient de dire, parce que ça me touche à cœur. Oui. Vous savez, vous avez parlé sur le néocolonialisme, le dernier de ses ouvrages, où il mettait surtout le point sur la consolidation de l'unité africaine face à ces défis. Et maintenant, si on regarde très bien l'une de ses phrases cultes, parce que je vais bien utiliser l'une de ses phrases Bien cultes, sûr, oui. où il dit l'Afrique doit être unie ou périr. Ça renvoie sur le côté en disant C'est plus qu'une nécessité, c'est une contingence d'un point de vue. Exactement. Exactement. point de vue Et lui, philosophique, oui. c'est l'idée de l'union fait la force, parce qu'à seul, on peut combattre, mais il s'agit de petites libertés. L'indépendance, c'est une petite liberté. Oui. Il faut lutter pour la plus grande liberté qui est de libération de notre continent. Oui, Samuel, justement. oui, juste parce vous que c'est rebondir. intéressant- Oui, c'est oui. très intéressant sur ça. C'est pour ça qu'on aime dire. Vous savez, c'est cette conscience où il a pris, parce que même à travers la première phrase que j'ai dit, il a dit l'indépendance du Ghana est sans signification, à moins qu'elle ne soit liée à la libération totale de toute l'Afrique. Si on regarde très bien, on aime dire cette phrase en disant tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il avait cette idée oui. en disant on doit aller plus loin en tant qu'Africain. Et il avait compris que ce n'est pas seulement aller plus vite qu'il faut, mais c'est aller plus loin. Aller À plus travers ça, si on regarde ses ouvrages, et ça touche sur la conscience. Justement, cette idée d'unité était exprimée dès les premiers moments de sa lutte, notamment parce qu'il avait pris part à l'organisation du premier congrès panafricain de 1945 déjà. Et puis, sa vision du colonialisme à l'époque et de l'indépendance était une vision diachronique et non pas synchronique. Pour lui, la libération du continent avant la libération des États, parce que la libération des États ne peut pas signifier la libération de tout le continent. N'est-ce pas? Bien sûr, moi je suis d'accord avec sa manière de voir les choses, tout simplement parce que quand on voit aujourd'hui ces grandes puissances-là, ils ne sont pas seuls, ils sont toujours unis. Même déjà par simple observation, on peut remarquer, on a en Europe l'Union européenne, aux États-Unis, on a des États-Unis. Mais pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas se mettre ensemble pour constituer cette force? Parce que cette force, c'est ce qu'on appelle les nous. Les nous, c'est une personne à part entière. Ce n'est ni moi, ni toi, mais c'est une force incroyable, puissante, et donc il faut la concrétiser justement. Et vous avez parlé de la rencontre importante de 1945, mais aussi en mars 1963, il a participé activement même à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. On va y revenir, parce que en 1963 est la naissance donc de l'Organisation de l'Unité africaine. Samuel, par rapport donc à sa vision de l'indépendance et des indépendances en Afrique. Oui, en parlant sur son idée, quand vous avez remarqué, et surtout les gens qui ont eu à lire ces différents ouvrages, vous allez comprendre qu'il avait compris que l'Afrique était un seul continent, était un seul pays. C'est là où il regardait l'Afrique comme un seul pays. Il ne regardait pas l'Afrique comme un pays subdivisé. Pour lui, l'Afrique subdivisée, c'est comme si c'est des barrières imposées par l'impérialisme. Et à travers ça, c'est qu'il forgeait. Il voulait une nouvelle mentalité, un nouvel esprit. Il a compris en disant que si nous voulons être libres, nous devons être unis. Et vous avez bien parlé l'une de ces différentes idées. Il a remarqué qu'il ne suffit pas qu'un seul pays soit libéré. Non. Il faut que l'Afrique en entièreté soit libérée. Et c'était son combat. Et ça revient sur ce qui arrive après ça. Ça va te créer des problèmes. D'où c'est qu'il y a créé des problèmes à l'avenir, etc. Mais nous devons regarder qui il était et l'esprit qu'il avait et ce qu'on doit inculquer encore en Afrique une fois. Alors, pour comprendre qui il était, nous connaissons son combat, sa lutte pour la libération d'abord du Ghana. Ouais. Mais juste après l'indépendance du Ghana, juste après qu'il soit élu président du Ghana, il va directement à la bataille pour participer à la libération justement des pays africains. D'abord, son ami, la Guinée de Sékou Touré,
en 1957. Ouais. Et puis tout de suite après, l'Algérie, qui était l'une des principales colonies à l'époque. Exactement. Exactement. L'Algérie en 58, lors du congrès d'Accra également, n'est-ce pas? Ouais. Exactement, exactement. Donc lui, il a beaucoup plus soutenu l'union des peuples africains, donc de manière générale. Et c'est vrai, quand on voit en réalité à l'époque ancienne, l'Afrique était un seul pays avec un système de gouvernance qui lui est propre. On a des anciens royaumes et empires. Aujourd'hui, on parlait même de l'empire d'Ashanti au Ghana. Oui, oui. On a aussi l'empire Dahomey. On a aussi De Soundiata Keïta. de Soundiata au Mali. Oui. On a aussi les grands empires au Tchad avec l'empire de Kanem Bornou. Donc, ce sont des systèmes. Mais après, c'était avec l'arrivée de colonialistes, ils ont subdivisé les pays, qui est le continent africain, en petits pays pour pouvoir nous maintenir dans un niveau plus bas et puis nous gouverner justement. Voilà. Un mot, Samuel, Oui. sur la solidarité africaine face à la colonisation. Oui, exactement. Et là, j'aimerais dire encore une de ces phrases où il a dit « La révolution africaine est indispensable pour l'émancipation de l'Afrique. » Ça revient sur ça. En fait, il y a des gens, ils avaient compris. Ils avaient compris ça. Et maintenant, moi, j'aimerais parler à nos chers auditeurs. On doit se regarder en disant « Ok, où sommes-nous » Nous avons vu les gens comme Mohamed Kourouma, nos héros, etc. Ils ont fait tant de choses. Ils nous ont aidés à ouvrir les mentalités. Mais où sommes-nous? Devons être à l'écoute de ça. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous devons faire un coup d'œil sur ça et continuer le combat, parce que je pense que le combat est toujours là et nous devons toujours nous battre pour cette indépendance en réalité. Donc, une dernière question peut-être qui concerne la création, parce qu'il a joué un rôle important lors de la fondation, la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a fait partie donc des rédacteurs de sa charte, malgré le fait que l'idée principale que défendait Nkrumah n'a pas été retenue, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Afrique. Mustapha. Effectivement, il a participé activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine avec une idée de créer un gouvernement central africain. C'est ce que d'ailleurs on appelle les États-Unis d'Afrique. Sauf que cette idée n'était pas acceptée par un certain nombre des élites africaines, parce qu'il se trouve qu'entre-temps, il y avait certains, ils sont sous la domination coloniale encore, donc du coup, pour eux, c'est pas vraiment nécessaire. Mais on les vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on les vit parce que les Africains, ils sont décolonisés déjà mentalement. Et là, ça, c'est la première étape importante. Aujourd'hui, on voit un peu partout, il y a des mouvements panafricains qui sont dirigés par des jeunes. Et là, ça, c'est l'espoir. Et donc, ça veut dire que ce sont les graines qui ont été déjà sémées par nos pères fondateurs du panafricanisme qui produit déjà des résultats avec cette nouvelle génération. Samuel, par rapport à la création donc de l'unité africaine, quel était le rôle exact de Kwame Nkrumah? Ça me touche à cœur parce que j'aimerais bien le résumer à travers certains points, oui. En commençant par le panafricanisme, Oui. et puis par le socialisme, et puis suivi par le anti-impérialisme, et en plus de ça, Socialisme africain. Oui, il faut bien préciser. Exactement. L'indépendance politique et économique, si on regarde très bien, l'indépendance économique et politique, et puis éducation et conscience politique. En fait, à travers ça, on voit l'idée qui était à travers tout ça. Si on parle par exemple sur l'éducation et conscience politique, en fait, c'est pour libérer les esprits. Parce que lui, il considérait surtout l'éducation comme une base, parce qu'il savait que si tu arrives à libérer les esprits, et tu vas finir par forger des leaders.
Et ces leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront conscients et ils seront engagés à travers l'Afrique. Donc, en regardant tous ces idées, si on peut bien le résumer, ça revient sur les États-Unis d'Afrique. Parce que si on arrive à avoir une liberté, une indépendance politique et économique, mais qui va nous arrêter? Parce qu'on sait très bien, c'est là où ça revient, chers auditeurs. Regardez, nous, en Afrique actuellement, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes conscients actuellement. Et non seulement ça, nous avons les têtes qu'il faut. Nous devons combattre ce combat des Kwame Nkrumah parce qu'il faut une indépendance économique et politique. Et aussi, il faut que nos éducations, soit tous les jeunes, ils doivent être vraiment bien éduqués. Éduqués dans le sens où libérés et avec des esprits bien forgés et engagés surtout engagés pour que cette Afrique-là, nous puissions l'amener où nous voulons, parce que nous avons tant de projets. On parle par exemple sur, je peux rebondir sur l'Union africaine. L'Union africaine, l'agenda de l'Union africaine 2063 dit l'Afrique que nous voulons. Ça revient sur les idées de Kwame Nkrumah et les autres. Oui. Exactement, ce sont les mêmes principes, justement. Alors on termine avec une dernière question qui concerne, parce que Kwame Nkrumah a écrit un livre autobiographique, c'est-à-dire il a relaté son parcours d'une manière générale, mais avec une précision, parce qu'il tenait à le dire. Il n'a pas fait une œuvre d'un auteur ou bien d'une évocation, il n'a pas fait une œuvre d'évocation romantique de son parcours, mais il voulait s'adresser directement à la jeunesse africaine en tant que modèle, c'est-à-dire ce que la jeunesse africaine doit faire pour lutter contre le colonialisme et le néocolonialisme. Samuel. Oui, effectivement, et ça me tient à cœur parce que là, nous allons parler sur surtout le côté jeunesse. Son parcours, c'est-à-dire... Oui, son parcours et sur ce qu'il mettait en faveur sur le côté jeunesse. En fait, on va remarquer que lui, en tant qu'un leader qui a fréquenté les grandes écoles, il a compris que pour qu'un continent ou un pays soit bien dirigé, il faut qu'on prend la graine de la crème de la crème que j'appelle la jeunesse, il faut l'éduquer, il faut les libérer, il faut avoir un esprit. Et non seulement ça, il a voulu transmettre les acquis en étant libre dans ses pensées, en montrant le chemin à suivre pour les jeunes en disant il faut des Africains engagés pour l'Afrique. Mustapha, effectivement, c'est un message fort. Non, la pensée de Kwame Nkrumah aujourd'hui. Bon, ses pensées restent toujours... Il devient toujours, une référence, c'est une icône, justement. Quand je dis c'est une icône, c'est un modèle pour nous, cette nouvelle génération, justement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me définis comme panafricain, je me réfère à qui? Je me réfère à Kwame Nkrumah, je me réfère à Nelson Mandela, je me réfère aussi à Waribou Mediane, je me réfère aussi à d'autres comme... Thomas Sankara. Exactement, Thomas Sankara. Et donc, du coup, pour nous, ceux-là, ils sont toujours vivants parce que leurs pensées sont aussi vivantes et très animées. Et donc, c'est une prise de conscience et aussi une prise de responsabilité. Surtout, aujourd'hui, les combats continuent avec cette jeunesse. Ce sera le dernier mot de cette émission consacrée au parcours de Kwame Nkrumah. Je vous remercie, Mustapha, Mohamed Mustapha, et je vous remercie également, Samuel Hakizimana. Je vous remercie. Bonne écoute sur les ondes de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Je rappelle que l'émission est réalisée par Hakim Ben Moussa. Je vous laisse avec cette chanson, hommage à Kwame Nkrumah. À très bientôt. Proud of Kwame Nkrumah. Here the king of Africa, Lord God of mercy. This one is a special dedication to ones and ones who hail Kwame Nkrumah. Lord God of mercy. Why did you live so soon? I miss you so. When we ever see you again, Kwame Nkrumah, boy. Why did you live so soon? I miss you so. When we ever see you, Kwame Nkrumah, boy. Why did you live so soon?
greatness is linked up with the total liberation of the whole African continent. You voiced it as thunderous as thunder and made your mark as the black president. Born some 100 years ago inside in Cromfull, you taught us not to fool or carry water in a basket. You walked in the belly of the beast till your shoe sole dropped off, but you still hit the deadly nail into the slave master's casket. Osage, Kwame Nkrumah, you shouted, self-government now, when the rest of them still slumbered in the cauldron of procrastination. Yet, imperialism, nepotism, pluralism, and nyafu dideism were never part of you as a man. Black like jerks, Osage, Breu.